merci, oui. Et David, alors vous travaillez ensemble sur cette vision, mais David, tu l'as dit tout à l'heure, tu es conseil maintenant de différentes entreprises, de différentes marques. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours, enfin pas sur les actions menées, mais sur la compréhension de ta mission par une entreprise comme Fleury Michon, en fait, et comment tu t'en sers lorsque tu vas voir d'autres marques aujourd'hui, d'autres entreprises qui sentent qu'il faut vraiment bouger, il faut aller dans ce sens-là. En fait, quand je suis arrivé chez Fleury Michon, j'ai été recruté avec notamment le dirigeant. J'ai eu un coup de cœur avec ce garçon qui avait vraiment voilà, une vision très claire de la façon dont il voulait transformer l'entreprise. Il savait juste pas comment s'y prendre de manière opérationnelle. Il avait la vision et il avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à la concrétiser. Et effectivement, c'est comme dans beaucoup de boîtes de l'alimentaire et puis aujourd'hui encore de certaines entreprises. C'est une entreprise qui s'était énormément développée puisqu'elle avait doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. Beau succès commercial, mais qui avait jamais véritablement travaillé son image de marque objectivement, comme des concurrents voilà, très performants avaient pu le faire, Erta, Marie sur les plats cuisinés ou Coraya sur le surimi. La conviction des équipes, c'était tout dans le produit et la communication qui avait été faite, vous vous en rappelez peut-être, c'était sur notamment la voile avec Philippe Poupon, qui avait énormément aidé à créer la notoriété de la marque, mais l'attachement émotionnel avec Fleury Michon était relativement faible. Donc moi, j'avais eu une petite réticence à y aller, mais quand j'ai vu effectivement le dirigeant, je me suis dit, Régis Lebrun, je me suis dit, c'est incroyable ce que ce garçon veut faire et ça correspondait à mes convictions. Donc j'ai pris le pari sur un poste, donc direction du marketing stratégique, qui était en transversal sur toutes les business units. Il y avait trois grosses business units majeures, la business unit historique, la charcuterie, il y avait le plat cuisiné et puis le surimi qui était la dernière. Et il y avait trois directions marketing indépendantes avec trois directions générales. Et moi, je devais travailler à la fois la communication de la marque, c'était l'enjeu premier. Le deuxième, c'était l'innovation. Quel nouveau marché on devait adresser à 5 ans. Et puis le troisième levier que j'avais dans mon portefeuille, c'était la transformation digitale. En 2013, c'était déjà très, très d'actualité et on a fait beaucoup de choses sur ce sujet. Et bon, j'ai assez largement sous-estimé l'ampleur de la tâche, pour être tout à fait honnête. Mais j'ai eu un peu de chance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement, 15 jours après mon arrivée, c'était la crise du cheval dans les lasagnes. On avait ces appels au service consommateur et des gens à la fois, parfois inquiets, souvent même, et parfois en colère, hein, qui disaient mais comment c'est possible que finalement on vous a accordé notre confiance et vous l'avez une nouvelle fois trahi. Cette crise-là, elle arrivait après la vache folle, après tout un tas de crises récurrentes dans l'alimentaire qui ont vraiment fait basculer les consommateurs en termes de conviction. Et donc après avoir expliqué qu'on n'était pas concerné par les lasagnes, parce qu'on n'achetait pas on faisait pas d'achat spot comme ça avait été fait pour cette fraude, il y a une partie des gens qui nous disaient: «Mais au fait, qu'est-ce que vous mettez dans le surimi?» Et le surimi, tout le monde adore ça en France, hein, c'est le deuxième marché, le deuxième marché mondial derrière le Japon. Ça, en 30 ans, c'est devenu un marché incroyable. Mais personne ne sait comment c'est fait. En fait, c'est une histoire assez dingue, le surimi. C'est la quatrième génération des fondateurs de Fleury Michon, puisque c'est une boîte indépendante et familiale toujours. Dans les années 70, ils vont au Japon, ils découvrent ce qu'on appelle là-bas le kamaboko. Et c'est une façon qui avait été inventée comme on a fait le yaourt en France, hein, un procédé de conservation. Donc, les marins pêcheurs, leurs femmes, émiettaient la chair de poisson et la mélangeaient avec du sucre ou avec du sel, qui sont des conservateurs naturels, il y a 400 ans.
Et c'est devenu un produit de consommation courante. Quand vous allez au Japon, il y a à peu près autant de variétés de surimi, donc de kamaboko, qu'on a de fromage en France. C'est un truc incroyable. Il y en a des sucrés, des salés, des roses, des bleus, des verts, etc. Et donc, dans les années 70, Monsieur Gonor découvre ce produit. Il dit c'est une façon géniale, pratique, ludique de manger du poisson. Je veux proposer ça aux Français. Et donc, il n'y a pas une stratégie marketing de dingue derrière. Il y a un coup de cœur pour le produit et la décision d'essayer, comme ça, avec les équipes, la force commerciale de Fleury Michon, de lancer le produit. Et ça prend tout de suite. Ça prend sur un concept de voilà, modernité, facilité d'usage, etc. Sauf que, aussi bien Fleury Michon que Coraya, son concurrent principal, n'expliquent jamais la recette, telle que je viens de le faire. Et ça devient un peu la légende urbaine du produit bizarre et transformé. Il y a eu des reportages en plus qui ont plus ou moins accrédité cette théorie. Quand tu regardais la liste d'ingrédients de certains produits, c'était pas hyper glamour non plus. Donc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Je ne veux pas sous-évaluer l'attention que les consommateurs portaient à ce produit. Et donc, après nous avoir posé la question sur les lasagnes, ils nous disaient, mais au fait, vous mettez quoi dans le surimi? Et donc, on voit bien que la question derrière de la fraude, vraiment, ça réinterrogeait sur le sujet de la confiance et du lien émotionnel justement avec la marque. Et à l'époque, nous, on avait prévu, enfin les équipes avaient travaillé sur une belle campagne de pub, comme on a appris à faire à l'école, pour promouvoir le surimi. On voyait une petite famille ou un chef dans une cuisine qui disait « qu'est-ce que c'est bon !» Et je me suis dit que si on sortait ce truc-là à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien se passer parce que c'était pas du tout en phase avec justement l'attente émotionnelle du moment. Et du coup, on a tout remis à plat et on s'est dit, mais comment on peut faire pour convaincre les gens qu'on fait un surimi différent des autres? Et je me rappellerai toujours, on était avec l'agence et le patron de cette activité surimi et on réfléchissait sur la façon dont on pouvait raconter le truc. Et à un moment donné, le gars pète un câble, il se lève et il dit « Mais c'est pas possible, ça fait 10 ans que je me casse le cul, pardon pour le… Mais pour faire ce surimi de manière propre, j'ai enlevé tous les additifs, j'ai enlevé tous les conservateurs, je suis allé m'approvisionner en Alaska parce que c'est le seul endroit où il y a de la pêche gérée durablement dans le monde entier. Ça me coûte 3 millions d'euros de surcoût à l'achat par an. Et dès qu'il y a un problème, on me tombe dessus pour dire que je fais n'importe quoi comme les autres, alors que ce n'est pas vrai. » Et on s'est tous regardés et on s'est dit, mais c'est exactement ce truc-là qu'il faut raconter en fait. Et on a fait une campagne qui s'est appelée Venez vérifier, où on a dit aux gens, écoutez, ne nous croyez pas sur parole, on vous propose de venir voir par vous-même comment c'est fait. Donc on leur a proposé depuis leur supermarché, en passant par l'usine bien sûr de production et en allant effectivement jusqu'en Alaska, on leur a proposé de remonter toute la chaîne et de voir par eux-mêmes comment ce surimi était fabriqué. Je vous passe les étapes de production, etc. Pour vous dire, le choc culturel quand même, c'est que c'était une entreprise qui disait fréquemment « vivons heureux, vivons cachés ». Hein. Donc, faire une campagne comme ça où on invitait tout le monde à venir, c'était une vraie… Et 15 jours avant le lancement de la campagne, le directeur général adjoint, un comité de direction où j'étais pas… pose la question, est-ce qu'on est sûr de vouloir la sortir, cette campagne? En fait, il avait juste la trouille, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein, et son idée, c'était qu'on arrête. Et mon DG, effectivement, de l'époque, dit, mais non, voilà, ça a été bien travaillé, on a une campagne qui a été testée, qui tient la route, il faut qu'on raconte notre histoire. Et quand la campagne sort, on fait 25% de croissance la semaine d'après, sur les volumes. 25% de croissance la semaine d'après, encore. Et on passe grosso modo d'un recul business de 5%, parce que le marché ne se portait pas très bien et Fleury Michon était à peu près dans la même tendance que le marché. Donc de moins 5, on passe à plus 12 à la fin de l'année. Et cette business unit qui était un peu le vilain petit canard de Fleury Michon, parce que c'était la seule business unit qui était en recul, la charcuterie se portait très bien, le plat cuisiné aussi,
Quand j'ai vu ces gens la première fois, ils accusaient le coup, ils étaient un peu déprimés. Enfin, objectivement, vous savez comment ça se passe dans les entreprises, hein. Ben, 6 mois après, c'était les rois du monde. Et ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, et les autres venaient les voir pour leur dire comment vous avez fait, et pour essayer de s'inspirer de ça. Et moi, je me suis servi de ça finalement pour dire, ce qui est important là-dedans, c'est pas tellement le succès de la campagne, c'est ce que ça raconte de l'attente des gens. Et je leur ai dit, finalement, vous voyez, ce qui se fait à l'intérieur dans cette boîte, bah, ça gagne à être vu à l'extérieur, parce que les convictions que vous portez, un peu comme Monsieur Jourdain sur la façon de faire les trucs, eh ben, il y a un certain nombre de pépites là-dedans, et il faut qu'on soit capable de le raconter mieux. Et je me suis servi aussi de ça pour dire, il faut qu'on redéfinisse finalement euh, à quoi on sert. On était une boîte industrielle, et comme beaucoup de boîtes industrielles, on se définissait par les produits qu'on fabriquait. Donc on se disait fabricant de jambon, fabricant de plats cuisinés et fabricant de surimi. Alors c'est hyper important quand tu es industriel de dire ça, mais tout le monde s'en fout en vérité. Moi, je suis un adepte de Simon Sinek et de la théorie du why, que vous connaissez probablement très très bien. Et à l'époque, je me suis dit, finalement, il faut qu'on réfléchisse. Ce qui s'est passé là, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quoi? On fait les choses. Et alors, à l'époque, ça s'appelait pas la raison d'être, mais finalement, on est arrivé à écrire la raison d'être en 2014. Et on est arrivé à cette phrase très simple, après beaucoup d'itérations, vous vous en doutez, hein. Mais la phrase, c'était « Aider les hommes à manger mieux chaque jour ». Et on a fait en sorte, en fait, que cette phrase, on l'a un peu utilisée en communication, mais très peu. Surtout, elle nous a servi de colonne vertébrale et de boussole pour arbitrer toutes les décisions de l'entreprise. À chaque fois qu'un collaborateur venait nous poser une question, venait nous proposer une solution, la question qu'on posait, c'est « Est-ce que ça sert le manger mieux ou pas ? Comment ça améliore les choses par rapport à ce qui existe aujourd'hui ?» Et ça nous a permis de prendre un certain nombre de décisions. D'abord, pour simplifier les process d'innovation, on sortait énormément d'innovations un peu bullshit, c'est-à-dire on remplaçait une recette de plat cuisiné par une autre recette de plat cuisiné pour occuper l'espace et le linéaire, ce qui avait très très bien marché pendant des années, hein, mais ça consommait énormément de ressources pour des résultats et une image de marque pas très améliorée. Donc on a fait le tri dans les innovations, essayé de prioriser sur les innovations qui servaient vraiment le manger mieux. Donc ça nous a permis de faire notamment le premier jambon zéro nitrite. On a supprimé cet additif qui est classé cancérogène aujourd'hui par l'OMS. Donc on a sorti un jambon en supprimant complètement cet additif, en assumant qu'il n'est plus la couleur rose, qui se garde 2 fois moins longtemps qu'un jambon classique. On a adopté le Nutri-Score dès qu'il est sorti. C'était sur la base du volontariat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le Nutri-Score est sorti, il y avait relativement... En fait, les premiers qui ont adopté Nutri-Score, c'est les marques distributeurs. Ça aussi, c'est un signe très très fort, c'est que c'est vraiment des acteurs aujourd'hui qui ont pris le sujet du manger mieux vraiment à bras-le-corps et qui se donnent les moyens de le mettre en œuvre. Il y avait très peu d'industriels, de marques qui prenaient le sujet. Nous, on l'a pris, et du coup, ça nous a fait vraiment sortir du lot. Et puis juste après, on a sorti une nouvelle génération de plats cuisinés où on a remplacé 80% du plastique par une barquette en bois. Et ça, en fait, la somme de ces actions, et moi, j'avais une position très, très privilégiée, parce que je pilotais toute la partie social media, toute la e-réputation de la marque. Et je me suis rendu compte du basculement que ça générait. Alors, sûrement pas du jour au lendemain. Quand on a commencé à parler sur la première campagne Venez vérifier sur les réseaux sociaux, on avait 80% des gens, 80% des interactions, c'était négatif. C'est-à-dire que 4% des cas, les gens disaient Fleur et Michon mangeait mieux, même pas en rêve. Ils considéraient qu'on était un industriel comme les autres, et plutôt source du problème que de la solution. Et au bout de 4 ans, avec ces différentes actions, donc on n'a pas fait Venez vérifier qu'une fois, on l'a fait 4 ans de suite.
On a fait le jambon zéro nitrite, on a fait du Nutri-Score, etc. et la barquette bois. On est pour centre positif et neutre. Donc moi, j'ai vu en direct le changement de l'attitude de la marque sur l'impact, sur le jugement des consommateurs. Et je prends souvent cet exemple, c'est comme l'amour, la confiance, hein. Il n'y a que des preuves d'amour. Donc, sur le sujet de l'engagement avec les marques et de l'engagement émotionnel, c'est la même chose. On ne fait pas confiance a priori. Il faut des preuves de confiance. Et ce qui est génial, c'est que voilà, si on s'y colle vraiment, des situations peuvent complètement se retourner. Et les gens sont tellement, enfin, objectivement, ils sont vraiment en attente de ça. Moi, je m'en suis rendu compte tous les jours pendant cette expérience chez Fleury Michon. J'avais souvent d'ailleurs des remarques de gens qui disaient le sujet de l'engagement, de la RSE, c'est un truc de bobo. C'est pour les Parisiens, bon, sachant qu'en plus le siège de Fleury Michon est en Vendée, donc il y avait une petite passe d'armes virile sur le sujet. Mais en fait, quand tu regardes le marché du jambon, c'est hyper intéressant. C'est un marché très banalisé, hein. Vous avez tous été dans un rayon, c'est un mur rose avec des tranches qui volent de partout. Bon. Sur ce marché, il y a 50% de l'offre, donc un jambon sur deux, c'est pas un truc de bobo, ça, un sur deux, qui est soit bio, soit label rouge, soit sel réduit, soit sans OGM, soit sans nitrite. Ces 50%-là font 10% de croissance moyenne depuis 3 ans, là où le reste du marché fait moins 2. Donc, dans un marché ultra banalisé, où l'offre est pléthorique, où c'est le bordel, objectivement, organisé par tout le monde, les consommateurs, ils vont chercher l'offre à valeur ajoutée quand ils considèrent quelle est ta valeur ajoutée, donc soit avec un label officiel, soit avec une promesse de marque très forte, comme le sans OGM, et ça marche. Et ça marche massivement. Voilà, c'est pas un truc de bobo. Et ce qui s'est esquissé pendant ces années-là, de mon point de vue, et je pense qu'on pourra en discuter avec grand plaisir, c'est quelque chose qui s'est cristallisé et accéléré avec la crise du Covid, parce qu'on s'est rendu compte avec cette crise, en fait, il y a eu un sondage extrêmement intéressant qui est sorti au mois de mai après le confinement. Il y avait la moitié des consommateurs, 50%, 1 sur 2 encore, qui disaient « Moi, je suis très inquiet pour l'avenir, ma boîte a fermé, où j'ai 90% de l'activité de la boîte qui a rétréci, donc je ne sais pas si j'aurai encore du boulot demain, et donc je vais faire gaffe à ce que je consomme, et j'espère que les marques vont faire des promotions. » 50%. Et je me suis rendu compte que la direction dans laquelle on allait là, c'était vraiment merdier. Et je demande donc aux marques de s'engager beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, pour me prouver et me donner le pouvoir aussi de changer. Donc, quand vous êtes à la direction marketing aujourd'hui d'une entreprise, vous avez cette double injonction, promotionnelle ou économique d'un côté, et d'engagement de l'autre. La tentation, ça pourrait être de faire l'un ou l'autre. Et certaines boîtes le font. Ma conviction, c'est qu'on peut réconcilier les deux parce que ça doit devenir un sujet totalement mainstream, comme c'est le cas sur le jambon. Et là, il y a des leviers d'engagement, mais de malade. J'en ai le témoignage tous les jours avec les entreprises que j'accompagne aujourd'hui, pour les boîtes qui vont résolument prendre des risques, qui vont vraiment essayer des choses nouvelles. Et dans la conviction émotionnelle, dans la construction du discours, tu crois beaucoup plus une boîte qui te dit là, j'ai compris, comme Willy l'a fait tout à l'heure, j'y vais à fond, même si j'ai pas toujours fait ça, mais je suis, et voilà exactement où j'en suis, et voilà où je veux aller, qu'une boîte qui te raconte ce qu'on nous a appris pendant des années, qu'elle est la plus belle et la plus forte, que tout va bien, ce que beaucoup de pubs font encore aujourd'hui. Justement, David, je voulais donner un petit peu la parole à Willy qui a eu très vite cette intuition qu'il fallait aider les consommateurs à choisir les bons produits. Et quand tu disais tout à l'heure, face au mur rose du jambon, comment on fait pour choisir?
est-ce qu'on doit pas aider aussi le consommateur? Est-ce que c'est pas le rôle de finalement ces récompenses que Willy a inventées il y a déjà 25 ans? Alors, le label rouge, ça existait déjà avant, bien sûr, mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui vraiment besoin de guider encore le consommateur vers des produits plus responsables, mieux réalisés, mieux produits, finalement, mieux fabriqués? C'est un peu le rôle qu'on essaie d'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a d'une part effectivement les labels qui font bien leur job. David a parlé du label rouge, mais il y a le label AB. Il y a plein de démarches comme ça aussi, indépendantes, privées, Max Havelaar, etc. Nous, on s'est positionné un peu différemment. L'idée, c'était de se dire, nous, on va pas être, il n'y a pas ce côté label parce que c'est un autre process. Nous, on est vraiment la récompense. Donc, on est toujours, on met les produits à l'épreuve, entre guillemets, à un instant T. C'est ce qu'on fait avec les saveurs de l'année quand on fait des tests, ou avec les victoires de la beauté quand on fait des tests en situation réelle, hein, parce que la force des victoires et la force des saveurs de l'année, c'est qu'il y a toujours une confrontation entre le produit et le consommateur. C'est-à-dire qu'à un moment, le consommateur est face à un produit, que ce soit dans une cabine individuelle, dans un laboratoire d'analyse sensorielle, pour reprendre le jambon, ta tranche de jambon, elle est numérotée 23. Et là, à un moment, il faut dire quelque chose, il faut la noter, il faut faire référence à son vécu, parce que c'est l'idée de nos récompenses. On prend des consommateurs qui consomment ce type de produit. Alors, ce ne sont pas des experts, hein, parce que je ne veux pas un jugement d'expert, je veux rester sur un jugement spontané, un jugement de consommateur, mais le consommateur est recruté selon ses habitudes de consommation. Si on me demande de venir tester un yaourt nature, ça veut dire que dans ma vie, je suis quelqu'un qui mange habituellement du yaourt nature. Et c'est vrai qu'à la première ou deuxième cuillerée, je me dis, il est un peu acide ou pas. Enfin, voilà, je me suis construit mon référent. Donc, on a toujours travaillé comme ça. Les labels, c'est un peu différent. C'est un autre process. Et puis, nos récompenses, en fait, ont toujours été axées sur un critère, entre guillemets, un critère de consommateur, c'est-à-dire le plaisir. Quand je déguste un produit, en tant que consommateur, je suis capable de dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. C'est-à-dire que encore une fois, je me suis construit une expérience par rapport à tel ou tel produit, ou par rapport à telle crème ou sarrasé ou autre. Donc, à partir de ce moment-là, c'était assez facile pour nous. Et d'ailleurs, ça a été un reproche qu'on m'a fait souvent en me disant tu ne prends en compte que le goût. Oui, mais enfin, d'un autre côté, personne ne le prend en compte. Donc, moi, mon job, c'est de prendre un critère de consommateur et de demander aux consommateurs si oui ou non, ils apprécient ou pas le produit. On fait passer ce qu'on appelle chez nous un examen gustatif au produit, ou un examen qualité si on va un peu plus loin sur la cosmétique. Et c'est vrai que ça a duré comme ça des années. Et puis, après, je me suis dit, bon, le goût, parce que c'est une critique qui est revenue régulièrement, et moi, je me cachais derrière une réponse assez facile, c'était de dire, chacun son job. Moi, je m'occupe des consommateurs et j'ai un critère conso. L'État a des labels comme le label rouge, comme les AOC et autres, et eux s'occupent des process. Voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, il y a 2 ans, je me suis dit, en finalité, c'est bien, mais à la rigueur, je ne prends pas vraiment mes responsabilités, quoi, en fait. Parce qu'il faut savoir que le signe saveur de l'année, c'est 90%, 95%, on oscille entre 90 et 95% de notoriété auprès des Français. Donc, j'estime que j'ai une part de responsabilité, bien entendu. Quand j'aiguille les gens vers un produit, j'engage ma responsabilité. Et c'est vrai que dans le palmarès, j'ai toujours soutenu mes palmarès, évidemment. J'ai toujours été fier de mes palmarès, mais certains produits, des fois, je me suis dit, celui-là, peut-être pas quand même, mais encore une fois, c'est le choix des consommateurs. Et du coup, quand j'ai rencontré David, c'était l'idée, c'est de se dire, je ne peux pas aiguiller les consommateurs vers des produits que je ne donnerai pas à mes enfants. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, évidemment, j'aime manger, je suis un gourmet, je suis un gourmand, etc. Mais il y a un moment, on ne peut pas aussi faire n'importe quoi aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut déjà mettre le doigt sur des produits sains. C'est-à-dire, mon moteur reste le plaisir, puisque manger sans plaisir, autant arrêter.
mais pas n'importe quel prix, quoi. Le quoi qu'il en coûte, là, non. Hein, on veut quand même que le produit soit vertueux. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut y mettre, autre le goût, pour que ce produit soit vertueux. Et le premier critère qu'on a décidé de mettre en place avec David, c'était l'aspect nutritionnel. Est-ce que ce produit, il est nutritionnellement bon? Et du coup, on a passé aussi, on a intégré en fait dans la récompense le critère, le Nutri-Score. C'est-à-dire que le socle reste le plaisir, reste le goût, et ensuite le produit doit avoir un certain niveau au Nutri-Score. Et ça a été la première étape. Et après, on s'est dit, bon, on va aller plus loin. Quel est le critère aujourd'hui important pour le consommateur? Parce que l'idée, c'était d'aller sur l'environnement, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et là, encore une fois, David me dit, mais Willy, c'est l'emballage. Alors franchement, quand David m'a dit l'emballage, d'accord, ok, mais j'étais pas le mec le plus motivé de la Terre sur l'emballage. Je me suis dit, c'est vachement loin de mon terrain de jeu, quoi, l'emballage. Et évidemment, j'ai creusé, j'ai regardé les études, j'ai lu des bouquins là-dessus, et je me suis aperçu qu'en matière d'environnement, et en matière de consommation, c'est le premier critère sur où les consommateurs sont le plus sensibles. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, un an après, je me dis, mais heureusement qu'on est allé dans cette direction, parce que ce qui n'était pas une évidence pour moi il y a un an, l'est mais à 200% aujourd'hui. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le goût responsable, où il y a un produit, il est bon en termes de plaisir, il est bon en termes de nutrition, et il est bon en termes de recyclabilité d'emballage. Alors, on va aller plus loin, parce que ça, c'était les chantiers de 2020. Donc, l'idée, c'est évidemment d'aller plus loin. Alors, on a aussi une deuxième démarche à côté du goût responsable, c'est qu'on a fait aussi, Saveur de l'année soutient une version du logo qui s'appelle Bio et Vertueux. Donc, l'idée, c'est de se dire aussi, parce que le bio, je considère que c'est l'avenir, c'est quand même j'ai une démarche ultra vertueuse, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin que le bio, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le bio, entre guillemets, industriel, a investi la GMS. Hein, le bio n'est plus qu'en réseau spécialisé, il est aussi également dans les grandes enseignes généralistes. Et l'idée, c'est de se dire, derrière le bio, il y a évidemment une perception, une philosophie qu'on ne retrouve pas spécialement aujourd'hui derrière le logo AB. Et je me suis dit, avec David, si on allait aussi proposer aux marques, en tout cas pour celles qui ont une vraie démarche philosophique derrière, avec un projet sociétal, qui font des efforts, qui mouillent la chemise, qui bossent pour sauver la biodiversité, etc., est-ce qu'on peut leur apporter une solution? Et du coup, on a mis en place la récompense, le saveur de l'année bio et vertueux. Donc l'idée vraiment aujourd'hui, le socle, c'est le consommateur, mais on y a ajouté des filtres pour aiguiller les consommateurs sur des produits vertueux, sur, entre guillemets, l'excellence industrielle vertueuse. Et c'est notre job aujourd'hui, en fait. Et je suis vraiment fier de le faire, parce que moi, j'ai 55 berges, et je suis arrivé à un stade de ma vie où j'avais besoin d'engager ma responsabilité de chef d'entreprise. Parce que, évidemment, j'aide les autres entreprises vertueuses à montrer qu'elles le sont, mais moi, à la base, je suis un chef d'entreprise aussi. Et l'idée, il fallait que moi aussi, je m'engage. Et d'ailleurs, dans ces engagements que j'ai pris, et il y en a d'autres qui vont suivre, le premier engagement, par exemple, ça a été pour soutenir ces marques vertueuses, j'ai mis en place une grille tarifaire engagée. Ça veut dire quand une marque chez moi s'inscrit, parce qu'évidemment il y a un coût, les laboratoires ça se paye, la communication collective ça se paye, donc il y a une communication collective où chacun contribue, que tu sois une start-up ou que tu sois une multinationale.
ou une PME. Et je me suis dit, tiens, il y aura un truc qui pourrait être vraiment sympa à faire. C'est plus le produit est vertueux et plus il aura une réduction importante sur le prix. Donc, les réductions, on commence par exemple à moins 30% pour un produit mieux disant. Puis après, le produit est bio. On a créé comme ça une sorte d'échelle et on va jusqu'à pratiquement moins 80. Enfin, c'est pas pratiquement, on va jusqu'à moins 90%, quoi, en fait. Alors évidemment, quand l'idée comme ça, tu dis ouais, c'est génial, mais évidemment, il y a une perte de chiffre d'affaires. Donc, j'ai préféré, dans mon engagement de chef d'entreprise, de dire je préfère perdre du chiffre d'affaires, mais je veux pouvoir, à un moment donné, puisque c'est l'objectif que je me suis donné, à un moment, on veut que nos palmarès soient 100% responsables, 100% vertueux. Donc, pour ça, il faut aussi donner de sa personne. Et du coup, ma première comment dirais-je, démarche, ça a été de changer les process et de faire évoluer les process de récompense. On est passé d'une récompense uniquement plaisir à des récompenses responsables, et on va continuer dans ce sens. Ma deuxième démarche, ça a été de se dire maintenant, il faut favoriser, pour arriver à ce palmarès 100% responsable, il faut favoriser les inscriptions des entreprises vertueuses, pas que des grosses, mais aussi des petites, des moyennes. On va chercher des tout petits acteurs. J'ai aussi bien Nestlé que la petite PME qui est dans 5 points de vente. Mais du coup, mon job d'entrepreneur, c'est aussi de la soutenir, c'est de faire en sorte de les pousser vers le haut, ces petites boîtes. Ça, c'était ma deuxième décision. Et la troisième, que je suis en train de mettre en place, qui va aussi, c'est évident, faire baisser notre chiffre d'affaires, c'est de ne plus accepter dès le départ certains produits. Alors, un produit, par exemple, une marque qui présente un produit, mais derrière ce produit est conçu avec une espèce menacée. Non, on ne pourra plus. Un produit avec de l'huile de palme, on ne pourra plus. Un produit avec, je sais pas, un produit suremballé, on ne pourra plus. Donc, on est en train aussi d'établir un certain nombre de critères pour arriver à notre fin, celle d'avoir un palmarès 100% responsable. Alors, évidemment, ce qui est compliqué, c'est la transition. Et là, on est en plein dans cette transition, parce qu'on espère évidemment que ce côté vertueux fera venir d'autres acteurs. Mais pour le moment, je suis en train de perdre des clients et je n'ai pas encore gagné les autres. Mais je mise sur l'avenir, je mise sur notre bonne étoile. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux avoir le cul propre, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais je veux regarder mes enfants droit dans les yeux, je veux regarder mon petit-fils droit dans les yeux, et le jour où je partirai, c'est de pouvoir être fier du boulot qu'on a fait. Voilà. Ça demande des concessions, ça demande des sacrifices, mais il y a un moment, je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça part un peu en vrille, quoi. À un moment, il faut le dire, quoi. Ça part en sucette. Il se passe, que ce soit dans les océans, que ce soit les terres se stérilisent, les forêts sont détruites, enfin, il y a des feux partout sur la planète. Et l'idée, je ne veux pas dire qu'on va sauver le monde, parce que, évidemment, pas tout seul, mais moi, je veux faire partie de la bande des colibris, et moi, je veux agir à mon niveau, quoi, en fait. Alors, je pense qu'on est motivés tous à différents niveaux, à différents stades par ça. Et je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure David, parce que pour les marques, c'est pas facile en fait de faire cette mue comme toi tu l'as faite, Willy. Et on sent bien ton engagement, mais toi tu es le chef d'entreprise en fait derrière la marque. Donc c'est peut-être plus facile que quand on a comme David, des équipes différentes ou des marketing différents suivant les business units. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Et là, je vais ouvrir aussi le micro à nos invités, enfin à nos participants qui sont là et qui vous écoutent, de la communication de Liebig qu'on a vu il n'y a pas très longtemps.
pour dire, bon, alors, vous nous avez dit qu'il y avait des trucs pas terribles dans nos soupes, on vous a écouté, mais maintenant, c'est promis, on va vous faire des soupes sympas, avec cette idée qu'enfin, on pourrait leur faire confiance. Et toi, tu disais, David, tout à l'heure, bon, il faut au minimum admettre qu'on a fait des erreurs et on fera plus confiance aux marques qui seront capables d'être transparentes sur ces erreurs-là et qui demain nous diront, bah oui, bon, maintenant c'est fini, on va faire les choses bien. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin quelque part d'avoir, je ne sais pas quel type de contrôle, mais est-ce que c'est pas justement à travers les récompenses de Willy qu'on peut certifier finalement d'une certaine façon que la marque a fait sa mue et a évolué? C'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a énormément, effectivement, de regards critiques qui sont portés sur les actions des entreprises en général. Et tu vois, le succès d'une application comme Yuka dans l'alimentaire, par exemple, c'est à la fois très réconfortant parce que ça veut dire qu'il y a un sujet, que les gens s'intéressent véritablement à ce qu'ils mangent, mais c'est aussi un constat d'échec quelque part pour les marques. Parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas su rendre visible de manière ultra évidente et en un clin d'œil tout ce qui était leur engagement et tout ce qui était sur le packaging. Moi, j'ai vécu des débats effectivement où ça, pour certains de mes homologues du marketing, c'était pas acceptable que Yuka donne, comment dirais-je, un imprimatur sur la stratégie d'une marque. Mais la réalité objective aujourd'hui, c'est que les gens, je parlais de principe de défiance, ils font pas confiance à ceux qui émettent le message. On nous a tellement habitués à entendre des belles histoires que les gens ne les croient plus. Ils cherchent la vraie histoire et donc ils vont chercher sur les réseaux sociaux la réalité, ils vont chercher la controverse pour savoir s'il y a vraiment de la sincérité dans ce qu'a dit la marque. Et donc toutes les initiatives qui peuvent être prises par des tiers de confiance seront les bienvenus. Et l'initiative de Willy, elle va bien sûr dans ce sens-là, en disant voilà, c'est quand même couillu de se dire finalement, je confie mon produit à un laboratoire, il n'y a plus aucun artifice marketing. On se concentre vraiment sur ce qu'est l'expérience gustative d'un côté et l'expérience de la promesse de l'antiride de l'autre. On se confronte à cette réalité-là et on accepte de se faire noter sur la base de ça. Et derrière, ensuite, sur les sujets effectivement nutritionnels et de packaging, bien entendu. Mais une marque qui accepte de se confronter à ça, elle accepte la critique. Et c'est aussi ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est que la marque soit moins sur son piédestal, qu'elle soit plus dans un dialogue avec ses publics. Et le dialogue, il commence par être capable de tomber les masques et de dire voilà qui je suis vraiment, où j'en suis, ce que je fais de bien et puis ce qu'il me reste encore à faire. Personne n'est parfait, ça n'existe pas la perfection. C'est pour ça que nous, on avait dit manger mieux et pas bien manger. Parce que manger mieux, c'est l'idée de en permanence chercher des solutions pour améliorer les choses. Bien manger, c'est un absolu. Il y aurait le bien et le mal manger. Et ça, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi il y a eu énormément aussi d'anxiété de la part des marques à la communication parce qu'on disait on ne peut pas s'exprimer à l'extérieur tant qu'on n'est pas parfait à l'intérieur. Et ça, c'est en plus très français. Hein, on nous a un peu collectivement éduqués comme ça. Mais en fait, la perfection, on ne l'atteint jamais. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment important qu'on le partage. C'est qu'en permanence, on découvre des choses. En permanence, on apprend il y a des nouvelles études qui sortent, etc. Et donc, c'est une remise en question permanente dont il s'agit. Et donc, on va demain être beaucoup plus attiré par une marque qui a compris ça et qui est capable de se remettre en question tout le temps pour aller chercher le meilleur, que par une marque qui dit je sais comment on fait et vous ne posez pas de questions, faites-moi confiance. Ça ne marche plus. Oui, je suis ton conseil et j'écoute cet avis. Et ça me. Alors, il y a plusieurs questions là sur le chat, mais j'ai envie de dire est-ce que quand les marques commencent, ou les marques ou les récompenses comme celle de Willy commencent à expliquer en fait
les choses, est-ce qu'on font cet effort de pédagogie, est-ce qu'on ne met pas un petit peu le doigt dans l'engrenage? Est-ce qu'on n'augmente pas les attentes et finalement, est-ce qu'on ne contribue pas à pousser le consommateur à en vouloir encore plus de transparence, de responsabilité? Et là, je vois, on nous dit, par exemple, Alexandre, est-ce qu'on va aller vers des productions locales pour aller au bout de l'idée de la transformation plutôt que de produire je ne sais où sur un territoire lointain avec tout ce que ça signifie en empreinte carbone? Est-ce qu'on va soutenir les petits producteurs, par exemple, avec la grande distribution? Est-ce que cette logique-là, parce que tu dis qu'il n'y a pas de perfection, mais est-ce qu'il y a une fin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce que finalement, le consommateur, lui, il ne va pas continuer à exiger encore plus de responsabilité, toujours plus de responsabilité? J'ai envie de te dire, j'espère, moi. Oui, ça va plutôt dans le bon sens. Hein. On a de la marge, hein, franchement. Je trouve qu'il y a de la marge et plus le consommateur va nous bousculer. D'ailleurs, mais c'est ce que font les nouvelles générations. En fait, nous, on est un peu. Enfin, moi, j'ai encore une fois, j'ai un peu l'impression d'être un peu le dinosaure, quoi, en fait. Et quand on entend parler les nouvelles générations, comme j'ai pas trop envie qu'on me, quand il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire cette prise de conscience, quand j'écoutais les jeunes, j'ai l'impression d'être complètement déconnecté, quoi, de ce qui se passe. Donc moi, j'ai en tout cas le sentiment, et j'espère que plus ça ira, plus le consommateur poussera les marques à être vertueuses, et plus ça ira dans le bon sens, parce que encore une fois, on est un peu tous mal barrés quand même. Donc on a du chemin et on a de la marche. Hein. Donc franchement, ils peuvent y aller. Hein. Ça peut pousser au cul, je pense. Non, mais c'est aussi un cercle vertueux, objectivement. Enfin, pendant des années, en fait, tant qu'il n'y avait pas de sujet ou de prise de conscience, et que tout, en fait, se ressemblait, l'achat malin, ça consistait à acheter le moins cher possible. Il y a eu une question sur le chat sur le prix. Bon. Derrière un prix bas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui trinque. Donc, ce n'est pas visible forcément à court terme, mais pour faire un prix bas en alimentaire, tu dégrades la qualité. Il n'y a pas de solution. Tu dégrades la qualité ou tu dégrades les rémunérations de toute la chaîne de valeur. Et on a vu les catastrophes que ça produit. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une partie des agriculteurs qui vont avoir du mal à transmettre leur exploitation parce qu'ils ont vu leurs parents tellement souffrir de ne pas pouvoir valoriser leur production qu'ils ne veulent pas reprendre. Et on commence à parler de souveraineté alimentaire, de problématiques de transmission, etc. C'est un vrai sujet. Donc, quand tu achètes un bas prix, aujourd'hui, tu achètes un produit dégradé en qualité qui aura des impacts sur ta santé à moyen terme, qui peut avoir des impacts sur l'aménagement du territoire, sur le fait qu'on ait demain de la production porcine, par exemple, en France. Donc, il y a vraiment matière, comme disait Willy, à rechallenger en profondeur les process. Hein. Et en fait, pour les boîtes qui sont vraiment agiles, qui sont motivées, qui ont envie de s'y coller, c'est une des situations les plus géniales et jouissives qui soient. Parce que quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de place à la différence. Quand il y a des problèmes, il y a de la place pour de l'intelligence, de l'innovation et de la différenciation. Tout à fait d'accord. Alors, ça pose aussi la question au-delà des métiers d'alimentaire, hein, parce que ta réflexion sur le prix, qui est une bonne réflexion, laisse penser que ça s'applique à toutes les industries, à tous les métiers. Dès qu'on est en train de discuter du prix et qu'on est en train de faire baisser les prix, quelque part, il y a quelqu'un qui trinque. Alors, est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que ce sont les composants des produits que nous achetons et qui sont manufacturés? Est-ce que ça nous oblige à aller les acheter dans les pays moins chers, à les faire fabriquer dans des pays moins chers? Cette question-là, elle est quand même centrale parce que on reste, si on regarde les études, justement, et là, il y a Culture RP qui est là pour Cision et qui manie bien les études. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop appris aux gens à chercher de la promo, à chercher du prix? Est-ce qu'il y a un message pédagogique qu'on devrait faire passer aux clients ou aux consommateurs sur ça? Justement pour leur dire, en fait, si vous voulez payer moins cher, vous allez
vous allez ne plus être responsable. Finalement, payer moins cher, c'est pas être responsable. Mais il y a une marque en Allemagne, c'est Penny Market, hein, qui a commencé à faire ça, hein, qui a affiché 2 prix dans les rayons. Le prix, entre guillemets, comptable du XXe siècle et le prix réel du XXIe siècle. Alors, eux, ils ont intégré le coût du carbone dans le prix, et notamment sur la viande, tu as des écarts de 40 à 70%. En prenant en compte finalement l'impact carbone de la production de la viande dans le prix final. Et c'est des choses qui, en fait, je pense que si on faisait ce travail vraiment de décortiquer la valeur sociétale quelque part d'un produit au-delà de son prix, le produit premium serait probablement moins cher. Je n'ai pas fait la démonstration, hein, mais je suis quasiment certain du résultat. Le produit premium serait probablement moins cher qu'un produit premier prix. Parce que sur un premier prix, je te dis, tu payes. En France, je crois que c'est ça le chiffre. Les dépenses de santé publique pour traiter les gens qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies liées à la sédentarité et à la malbouffe, c'est 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, tu as vraiment pas mal de queues de cerises à remettre dans le prix. C'est 40 milliards. Plutôt que de les payer à la sécurité sociale ou aux médecins quand tu es malade et que tu dois soigner ton cancer, moi, je préfère les payer aux producteurs pour améliorer la qualité des matières premières et faire en sorte que tu évites ton cancer demain. C'est ce que font très bien les Chinois, hein. Ils payent leurs médecins que quand ils ne sont pas malades. Bon, ça, c'est le sujet de la nutrition. Sur le sujet de l'environnement, tu payes la dépollution des nappes phréatiques, tu payes la dépollution de l'eau, tu payes la faillite de certains agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre avec le système. Donc, en fait, on paye de manière masquée 3 fois le prix d'un premier prix aujourd'hui. Et l'enjeu, je pense, c'est de changer la comptabilité. Ça a été posé par un certain nombre d'économistes, hein, mais de se dire finalement, de regarder, comme on a dit tout à l'heure, le coût global, avec tout ce qu'on appelle les externalités aujourd'hui, et de réintégrer ça dans le prix pour comparer pas des choux et des carottes, mais des carottes entre elles. Willy, un commentaire là-dessus sur le problème du prix. Est-ce qu'il faut payer plus cher? C'est du bon sens en fait. Donc il y a un moment on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà. Après je sais que c'est pas simple, mais il y a un moment quoi qu'il arrive, on passe au tiroir caisse. Hein, donc on détruit de la valeur, mais il y a un moment, quoi qu'il arrive, on va le payer, et on le paye aussi quand on atteint la biodiversité, quand on fait de la déforestation. Peut-être que le Covid vient aussi de là, hein, c'est ce qu'on entend. Il y a un moment, les virus, on les libère et voilà. Et ça fait 1 an que nous vivons une pandémie incroyable. Bon, voilà. Il y a un moment, encore une fois, on est dans une. Je pense qu'on manque de bon sens d'une façon générale. Et voilà. C'est pas très optimiste du coup, mais je crois qu'il y a un moment, il doit y avoir une prise de conscience collective, quoi qu'il arrive. Et là où je suis optimiste, c'est que malgré tout, un petit peu partout sur la planète, il y a plein de petites révolutions, des grosses révolutions d'entreprises, de chefs d'entreprise, d'actions consommateurs, etc., qui prennent leur destin en main. Et tout ça, malgré tout, ouvre de jolies perspectives. Et ça, c'est génial. Mais j'ai lu un bouquin qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles. Et quand tu lis ce bouquin, tu ressors, tu as la patate, quoi, parce que tu vois qu'il se passe des choses. Donc, il y a évidemment un côté négatif parce que on détruit d'un côté, puis d'un autre côté. Je trouve que le citoyen est une force de la nature. Malgré tout, on est dos au mur et on prend notre destin en main. Voilà. Donc, il faut arriver à un moment à mettre le curseur au bon endroit, mais je pense qu'on va y arriver. Et de toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on va y arriver. Merci pour ce message positif. Oui, je voudrais recentrer la question sur le marketing responsable. Finalement, est-ce que c'est ça la mission du marketing, que d'apprendre aux gens à faire preuve de bon sens, finalement, à leurs clients, à les aider à faire preuve de bon sens? Est-ce que l'initiative de C'est qui le patron, par exemple,
Est-ce qu'on peut la commenter? Est-ce qu'elle va dans la bonne direction? Parce qu'on a vu que finalement, les buveurs de lait étaient prêts à payer le lait à un prix plus raisonnable, plus responsable, qui payait les agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres démarches comme ça que tu connais, David, que tu peux éventuellement exposer pour souligner que la marque peut expliquer qu'elle est plus chère mais plus responsable? Oui, oui, enfin, pour moi, le marketing responsable, c'est un marketing en 3 dimensions, en fait. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est de réconcilier. Le marketeur, c'est celui qui connaît très bien le consommateur, donc réconcilier une cible plus ou moins segmentée, et puis le savoir-faire d'une entreprise. Ça, c'est le boulot. C'est le chef d'orchestre qui fait ça, c'est le marketeur. Bon, c'est 2 dimensions. Bah, pour moi, il faut aujourd'hui le marketing responsable, qui sera le marketing, enfin, qui est le marketing d'aujourd'hui en vérité, hein, c'est un marketing en 3 dimensions où tu rajoutes cette dimension sociétale. Et en fait, la question que chaque marketeur doit se poser, c'est à partir du moment où il développe un produit, il doit se poser la question que Willy nous a posée tout à l'heure, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, ça aura encore du sens dans 20 ans pour mes enfants? Quand tu te poses cette question, par exemple, chez Fleury Michon, la viande, 60% du chiffre d'affaires de Fleury Michon, c'est de la viande. Et ben, à horizon 20 ans, si on continue de manger exactement comme aujourd'hui, à 9 milliards d'habitants, il n'y a pas assez de ressources sur la planète pour nourrir tout le monde. Et on sait très bien que quand il y a des problèmes d'alimentation, les gens se tapent sur la figure. Il n'y a pas besoin de refaire des cours d'histoire, hein. Donc, la responsabilité d'un marketeur, quand tu sais ça, c'est de prévoir la baisse de ton chiffre d'affaires sur la viande, de le piloter et de monter des alternatives avec des produits végétaux, etc. Pour la voiture, un marketeur aujourd'hui chez Renault, il doit être à 250% sur des solutions alternatives aux véhicules thermiques. Ils y sont. Ils ont mis du temps à y arriver, mais Renault, c'est un des premiers à avoir pris le virage de l'électrique. Mais c'est très compliqué ce que je dis là, ça paraît évident, mais dans des grosses boîtes, tu en parlais tout à l'heure, euh, tu parles de 80% du chiffre d'affaires, tu parles des bijoux de famille. Donc tu dois abandonner ce qui fait 80% de ton histoire, de ta réussite, pour aller sécuriser ou développer les 20%, parce que ça n'existe pas les boîtes qui font que de la merde et les boîtes qui font tout bien. Il y a toujours des pépites, comme je disais tout à l'heure, dans les entreprises. Donc les 20%, ils existent dans toutes les boîtes. L'enjeu du marketeur, c'est de faire croître ces 20% le plus vite possible pour faire décroître les 80%, exactement comme Willy qui dit je vais baisser mon chiffre d'affaires, mais je compte que ça va me permettre de recruter davantage de marques parce qu'elles vont être volontaires pour… Bon, ça, c'est un vrai… c'est une opportunité, je pense, historique de remettre le marketing aussi au centre du jeu dans les entreprises, de faire en sorte que… Parce que le marketing, il a quand même la responsabilité de l'offre. Si l'offre ne bouge pas, tu peux tenir les plus beaux discours de communication, les plus beaux rapports RSE de la Terre, il ne va rien se passer. Et l'entreprise va se reprendre l'élastique dans la figure. Donc, là, maintenant, le marketing, il est au centre du jeu et il doit faire évoluer l'offre en 3 dimensions. Alors, Marc, tu veux poser une question sur le rôle de l'éducation avec les marques, là. Tu veux bien t'exprimer? Ce que je veux dire, c'est que, et ça, je pense que si les marques n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'elles fassent des tutos, il faut que finalement elles disent: «Bah oui, bah là, je suis pas bon là-dessus, mais si vous mélangez de quelque chose de pas bon, sur des nitrites ou sur des trucs, mais avec des choses qui sont bonnes, bon, bah, peut-être que l'ensemble sera bien parce que vous êtes aussi pressés, que» tu vois? C'est-à-dire qu'il y a une côté d'agilité et d'adaptabilité, que les marques ne mettent pas forcément en avant. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a un côté schizophrène, en fait, des marques à se dire: «Ouais, on est bien, on est bien, on est bien». Ah, je pense que ce que tu le disais, personne n'est bien, quoi, on fait tous des erreurs et il faut juste être cool, un peu de temps en temps parce qu'on a une vie, tous compliquée et du coup, c'était juste cette réflexion-là. Mais je pense que si tu veux, quand tu es passé, de l'autre côté du Rubicon, c'est-à-dire en gros, quand tu commences à tout faire toi-même, ah, tu te dis, «Putain, c'est vrai que», du coup, tu fais vraiment attention à ce que tu achètes. Et là, en fait, là, moi, je trouve que les marques, elles ont plus de poids, parce que tu t'en fous, en fait, de ce que veulent dire les marques. Parce qu'elles sont vraiment old school, en fait. Parce qu'elles pensent vraiment pas,
à une globalité. Je vais donner un autre exemple, moi, que je trouve absolument édifiant. On vit, enfin, en tout cas, moi, je vis à Paris. Toi, ma mère est morte probablement du problème comme dirais-je, des pots d'échappement, de la pollution. Quand effectivement, tu vois le coût que ça engage au niveau de la société pour soigner des gens qui ont des problèmes au niveau, eh ben, tu dis qu'on on devrait franchement faire autre chose avant pour utiliser cet argent-là à bon escient. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que quand une société n'arrive plus à sauvegarder la vie des êtres humains, qu'elle préfère finalement payer plus d'argent à, à essayer qu'au niveau de leur fin de vie, ça se passe plutôt bien. En fait, tu te rends compte que les gens, ils n'ont pas envie de continuer dans cette direction-là. En fait, tout simplement, ils ont juste envie euh, de mieux comprendre et de faire en sorte que bah, les gens soient plus positifs, soient mieux dans leur vie, aient plus de temps au niveau de leurs enfants. Et je pense que du coup, si une marque en fait ne prend pas tous ces enjeux de façon globale, elle disparaîtra. Je crois que le dernier chiffre, c'était 73% des marques qui pourraient disparaître sans Mm. que ça fasse pas bouger, enfin, sans que ça fasse rien Mm. aux consommateurs. Mm. Oui. Et c'est très emblématique de ce que tu dis. C'est des marques qui ont oublié effectivement d'être utiles aux gens, qui sont effectivement dans une forme euh, de commercialisation et plus de lien émotionnel. On est dans notre sujet là. Oui, alors justement, j'ai deux questions là-dessus. Merci, ça fait le rebond. Merci David et merci Marc pour ton intervention. La première, par rapport à, j'espère qu'il est encore là, je n'ai pas vérifié, Jérôme, si tu es encore avec nous, sur l'idée, oui, il est là, sur l'idée du luxe. Est-ce que les marques de luxe seraient plus responsables? D'ailleurs, il y a des marques luxueuses aussi dans l'alimentaire. Je ne sais pas s'il y a un travail de responsabilité de ce côté-là sur le secteur. Ah bah là, c'est la grande bagarre, hein. C'est la grande bagarre du luxe vertueux. Donc, il y a deux grandes bagarres dans le monde du luxe en ce moment, c'est le luxe digital et le luxe vertueux. Donc, choisissez votre camp. Donc, effectivement, bah, il y a les deux leaders mondiaux que sont Kering et LVMH qui se disputent la place du modèle le plus vertueux. Kering ayant l'antériorité de la chose, mais ayant passé une partie de ses bijoux de famille, notamment Stella McCartney, qui est par définition l'une des marques historiquement les plus engagées dans le luxe par rapport justement à tout ce qui est production de peau alternative, etc., etc. Donc oui, de toute façon, là, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi une fois de plus, le fait qu'on va s'adresser à des millennials qui vont représenter à terme plus de 50% de la consommation du luxe et que ces consommateurs sont évidemment des consommateurs en attente de la part des marques de luxe de choses vertueuses. Donc, ceci expliquant cela, maintenant, espérons que derrière la forme, il y a aussi le fond à suivre. David, tu as connaissance, tu as des contacts avec des marques alimentaires de luxe, si on peut dire ça? Alors, pas dans l'alimentaire, mais dans le luxe. J'ai travaillé avec des clients enfin, un des deux patrons que tu citais à l'instant, appelant ses équipes il y a 6 mois en disant est-ce qu'on est sûr que nos produits sont Yuka compatibles alors que cette industrie s'est bien marrée quand Yuka est sorti dans l'alimentaire, en disant les pauvres, mais enfin, là c'est exactement le même sujet et du coup ça re-questionne alors que effectivement c'est l'archétype, le luxe de la construction voilà, d'une barrière émotionnelle par la force de la marque. Et ben même cette barrière émotionnelle très forte, elle est percée aujourd'hui par des tiers comme ça de confiance qui peuvent venir lever le capot à un endroit où personne n'avait regardé et tout le château se casse beaucoup. Alors je pense que le luxe a compris le sujet là. La cosmétique de luxe est un peu en avance de phase, notamment L'Oréal, puisqu'ils vont aller jusqu'à un produit 100% recyclable de les emballages et puis aussi durable au niveau composition, c'est-à-dire que là, ils sont en train de refaire petit à petit une partie de leur gamme, mais surtout les nouveaux produits sont engagés à avoir un produit complètement durable et recyclable. Et sur les produits déjà existants, ils sont
refonte de beaucoup de choses. Donc là, la cosmétique est plutôt valeur d'exemple dans le monde du luxe. C'est ça, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on se met sur la peau. Donc, on voit aussi le lien, comme dans l'alimentaire, ce qu'on mange, on voit le lien que ça peut, l'impact que ça peut avoir sur sa santé. Donc, il y a quelque chose d'assez intime, mais ça vient derrière, effectivement, sur les sacs avec les crocodiles, ça vient sur les vêtements en général, et puis sur toute la consommation en vérité. Et l'exemple de la voiture, tout à l'heure, j'adore. Enfin, aujourd'hui, je trouve, enfin, quand tu vivre en ville enfin, moi, ça me devient de plus en plus inacceptable. Je ne le dis pas bien, mais voir une voiture thermique rouler encore aujourd'hui, je trouve ça de plus en plus scandaleux, en fait. Quand tu vois l'état de l'air dans les villes, dans les grosses villes comme Paris. Donc, il y a, là, encore une fois, c'est une opportunité. Tu sais, il y a deux façons de faire bouger les gens, hein, de manière un peu caricaturale, mais c'est vrai. Il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'est les gens qui vont sentir l'opportunité à force de phase et qui vont essayer de se positionner. Et voilà, et il y a plein d'exemples dans tous les sens. Il y a des boîtes qui seront un peu plus réticentes. Bon, l'enjeu, c'est d'aller chercher les carottes le plus vite possible. Alors sur cette question, David, justement, c'est à nouveau une belle transition parce que j'avais rencontré il y a quelques années la direction stratégique chez Danone et qui m'avait expliqué que le lancement de la marque Les Deux Vaches sur le bio, ça tenait à ce que pendant 15-20 ans, tous les lancements en bio ont été des échecs commercialement, et notamment parce qu'en fait, c'était un sujet sérieux et que les sujets sérieux, c'est difficile de travailler dessus en direction du client et du consommateur. Et donc, ils avaient décidé de faire un discours pédagogique à travers deux personnages qui sont les deux vaches. Mais il y a une qui est pédago et l'autre qui est un petit peu dans la déconne. Et donc, ils ont trouvé cet angle sous l'idée du fun et l'idée de l'amusement et d'avoir un discours finalement rigolo, mais responsable quand même. Donc, on s'approvisionne correctement, on fait des produits avec des ingrédients corrects, responsables, mais on le raconte de façon amusante. Est-ce que on sait bien qu'à l'école, on a appris des choses en s'amusant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour le marketeur, là, une opportunité d'être à la fois sérieux et responsable, mais aussi d'apporter un peu de joie, parce que jusqu'à maintenant, là, tout à l'heure, en tout cas, quand Marc s'est exprimé, on était un petit peu dans la déprime. Hein, excuse-moi, Marc. Mais moi, j'ai l'impression qu'on apprend mieux quand on s'amuse quand même, non? Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, pour un créatif, je ne vais pas te dire le contraire, hein, tu vois? Non, mais enfin, c'est évident que puis en plus, ça permet, effectivement de mettre, les problèmes à côté et puis je pense que c'est surtout par rapport au côté humain où quand on se voit, on préfère, s'embrasser, s'aimer et puis, bien déjeuner que de s'engueuler donc je vais complètement dans le sens, de ce que tu dis. Alors là, est-ce que c'est pas le rôle aussi de Willy ou de David d'introduire un petit peu de notion de plaisir, d'entertainment malgré tout, hein, même si c'est un gros mot, on va dire, dans le discours des marketeurs? Je pense qu'il y a 1000 façons de parler de responsabilité. Enfin, là, j'ai envie de dire, c'est justement le travail du marketing, c'est de faire une valorisation, une communication qui soit en lien avec l'histoire, la plateforme de marque, ses codes de communication. La vache qui rit ne va pas communiquer sur la responsabilité de la même façon que Audi, parce que c'est deux territoires, deux façons de faire. Mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il faut que ça corresponde à l'ADN et à l'identité de l'entreprise. Et alors, je suis d'accord avec toi sur le côté éviter la chiantitude, quand même, parce que ça ne fait pas bouger les foules. Enfin, l'émotion, c'est quand même, par définition, le truc qui te met en mouvement. Donc, chercher le mouvement par la création, je trouve que c'est voilà, c'est une belle ambition qu'il faut absolument pas lâcher. Ouais, moi, j'avais trouvé, tu vois, amusant d'imaginer tes clients, enfin tes consommateurs fleur et michon sur un bateau en Alaska. Tu vois, ça me semblait un peu fun, quoi, de les mettre dans les conditions réelles, avec, je sais pas quelle température il fait, mais pas très chaud, un bateau qui prend des vagues plein la figure.
je trouvais qu'il y avait un côté un peu marrant de leur dire, bon, bah, venez vérifier, allez, on vous met dans l'avion, vous allez là-bas, et puis après, vous montez dans le bateau et on voit ce qui se passe, quoi. Donc, Beaucoup ont réagi comme ça, effectivement. Willy, il est parti, il est là. Ah, est-ce que un avis sur ça, la dimension un petit peu fun du discours des marques, du discours de… Bon, je sais que les récompenses ont toujours fait un succès pour cette mise en avant, cette théâtralisation entre guillemets. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un rôle d'entertainment à jouer pour une récompense? Je sais pas parce que en fait moi je l'ai vécu de l'intérieur. Comme j'évoquais tout à l'heure, moi j'ai créé une plateforme où je faisais que d'entertainment parce que j'avais un peu ça en moi quoi en fait. Et en fait en tant que professionnel, alors là c'est plus une expérience personnelle. D'une façon générale, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et j'ai pas grand chose à rajouter, mais en revanche, moi j'ai fait cette expérience personnelle en disant bah je vais essayer de faire passer le message en déconnant. Alors, j'ai dû m'y prendre comme un manche parce que j'ai plutôt l'impression de m'être un peu grillé, quoi, en fait. Tu vois à un moment, j'ai perdu les clients. Ils me disaient, mais où il va, quoi? Il est malade, quoi. Donc j'allais dire oui, mais il faut faire attention de mettre le curseur au bon endroit parce qu'on a vite fait de se discréditer, quoi, en fait. Donc, il y a un moment, je pense que moi, je me suis un peu perdu dans l'entertainment. Et alors, sur le côté conso, ça marchait impeccable. Là, du coup, tout le monde enfin voilà, j'avais que des retours ultra positifs. Du coup, on a pu emmener avec nous vraiment une communauté assez construite. Là, 100% de réussite. En revanche, de l'autre côté, les marques n'ont pas compris la démarche. On me disait, mais pourquoi tu fais ça, quoi où tu vas? J'ai dit, ben oui, donc tu as beau expliquer aux gens, mais oui, tu fais ça pour être fédérateur, emmener les gens avec toi, mais du coup, tu peux être décalé avec ton marché, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc en finalité, je me suis retrouvé avec une grosse communauté, mais avec des marques qui me disaient non mais Willy, t'es gentil, mais tu arrêtes tes conneries quoi. À un moment, faut être sérieux. Donc pas simple, hein, pas simple. Donc je suis revenu, pas encore complètement chiant, hein. Mais je me suis du coup considérablement calmé quoi en fait. Voilà. Alors, est-ce que le problème, David, c'est pas que les marketeurs sont habitués à être un petit peu chiants dans leur discours? Est-ce qu'il faudrait leur apprendre à se détendre un peu, à oser plus de choses, on va dire, d'un point de vue créatif? On va le tourner comme ça. Je pense qu'encore une fois, le sujet, il y a le rapport à la prise de risque d'abord. Est-ce que je me jette à l'eau ou est-ce que je cherche le consensus? Il y a plutôt une culture du consensus quand tu sais les millions d'euros qui sont en jeu en face. Et ensuite, c'est effectivement, tu peux vraiment t'éclater si tu es dans les codes de ta marque. Et au contraire, les consommateurs vont te rendre hommage si tu fais ça. Enfin, tu vois, enfin, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais si, les campagnes de Burger King, par exemple, faites par Buzzman, elles ont traité des sujets du coronavirus, des gestes barrières. Quand tu entends le gouvernement en parler, c'est chiant comme la mort. Et quand tu entends Burger King en parler, mais moi, je me lavais les mains tous les jours, je déconne. Mais franchement, il y a vraiment, effectivement, après, c'est la gestion du risque et l'entente avec tes partenaires, agences, créatifs. Moi, ce que le marketeur doit faire d'abord et avant tout, c'est définir un cadre hyper clair de là où il veut aller. Et là, la création peut vraiment se libérer et c'est un kiff total. Tout à fait d'accord. Est-ce que, une autre question, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un indicateur qui soit quelque chose de lisible, de clair pour le consommateur sur la responsabilité de la marque et de l'entreprise sur un produit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir? Parce que là, on doit aller chercher du bio, on doit aller chercher… Mais bon, on n'a pas toutes les informations. On n'a pas… Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un indicateur de responsabilité? Il y a la gigatonne d'initiatives dans ce domaine. Hein.
Il y a des initiatives comme Yuka, j'en ai parlé, qui est dans une forme. Voilà. Il y a l'EcoScore qui vient de sortir, qui est sur ce registre-là. Il y a la Note Globale qui travaille sur des sujets comme ça, où on essaye de fédérer les agriculteurs, les industriels, les distributeurs pour faire un score global. Et puis, il y a l'initiative de Willy. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans la façon de faire aussi, c'est d'essayer. Il y a une dimension optimiste là-dedans quand même, qui est de dire il n'y a pas que de la merde. Il y a des trucs, il y a des gens qui se bougent, qui font des trucs, et essayer tu vois, de tirer vers le haut plutôt que d'enfoncer. C'est quand même, il y a ces deux extrêmes qui s'opposent un peu. Il y a des trucs très normatifs. Avec des applications dans tous les sens, etc. Et ça peut être, enfin, ça rend service à un grand nombre de gens. Mais il y a aussi le fait de se dire qu'on va s'en sortir et que il suffit quelque part, parfois, de faire. Quand tu achètes quelque chose, tu votes. Donc, tu changes de 20 cm ton pot de yaourt pour prendre celui d'à côté, parce que peut-être il est saveur de l'année, bio et vertueux. D'un seul coup, tu es en train de flécher vers une consommation qui n'a rien à voir. Tu vas encourager des cultures bio, tu vas encourager une meilleure rémunération des éleveurs. Et finalement, pour quelques centimes d'écart, tu peux changer le monde. Moi, je crois énormément à ça. Donc, c'est bien, pour revenir sur ce que tu disais, c'est quand même fondamental de mettre de la joie là-dedans, de l'énergie, de l'optimisme, parce que c'est ça qui transporte les gens, c'est ça qui montre qu'on peut s'en sortir. Moi, je refuse de croire qu'on est condamné. Tu vois, je me lève tous les matins en me disant on va tout péter, quoi. Donc, voilà, je nous engage, chacun à notre niveau et dans nos domaines de compétences, à prendre, à relever le défi tous les jours. Ça, c'est un beau message, hein. Willy, un autre message dans cette direction? Je suis exactement dans le même état d'esprit, quoi. On peut pas, il est impossible de baisser les bras. On a devant nous un boulevard énorme. Enfin, il y a tellement de choses à faire que ça en devient ultra passionnant, ultra motivant. Donc, c'est génial. En fait, on a en 100 ans tout flingué, et maintenant, il faut tout refaire. Bon, allons-y, alors on retrousse les manches et puis on y va, quoi. Et du coup, et on a une vraie motivation de se lever le matin et de tout reconstruire. C'est un beau challenge pour nous tous. Je pense qu'on pourrait presque s'arrêter là-dessus, hein. Ça fait une belle conclusion. Alors, est-ce que vous avez une autre conclusion après cette conclusion? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent prendre la parole pour donner leur avis sur cette vision finalement optimiste, mais qui nous donne une vraie raison d'être à nous qui faisons du marketing ou de la communication pour des marques, de nous lever le matin, comme vient de le dire Willy, il y a tout à refaire ou il y a tout à changer. J'aime bien cette idée, moi, qui prône toujours cette idée qu'on peut tout changer avec le marketing. Oui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises que vous représentez, vous les marketeurs, transforment leur cœur de métier pour que ce cœur de métier soit vraiment responsable sur le plan social, sociétal et environnemental. Et ce n'est pas uniquement le marketing ou les produits ou je ne sais pas quoi, mais c'est carrément faire en sorte de redéfinir son cœur de métier. Voilà mon avis. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, moi, je suis convaincu que le marketing est un catalyseur de ça, parce que justement, il peut donner clé pour montrer la voie et faire en sorte que ce changement de métier s'accompagne d'un succès économique. Parce que c'est ça l'enjeu derrière, c'est qu'effectivement, il y a une dynamique vertueuse qui se crée par l'attractivité auprès des gens. Ouais. Ouais, il y a un mot que vous n'avez pas parlé, c'est le terme de confiance, en fait. C'est-à-dire que du coup, si effectivement, alors on parle de collaboration, de co-construction, mais c'est vrai que si les consommateurs retrouvent la confiance envers les marques,
sous forme d'éducation, sous forme de storytelling, enfin, sous forme de meilleure production, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est juste ça qu'il faut retrouver. Et après, du coup, si tu as confiance, tu as le smile. Mais si tu n'as pas confiance, tu l'as pas. Donc voilà, en fait, j'ai l'impression que je mettais un commentaire sur Soch, là. Je vais simplement dire, moi, je suis pas chez Soch, je m'en fous royalement, mais ce qui m'intéressait surtout chez eux, par exemple, c'est le côté où les consommateurs faisaient des tutos, répondaient à la question d'un mec qui avait un problème sur son téléphone. Ce que je veux dire, c'est que du coup, je trouvais ça assez subtil parce que ça engage vraiment de façon pratique, en fait, les gens qui achètent une marque et qui la consomment auprès et qui sont des prescripteurs de bonnes pratiques envers d'autres personnes. Et ça, je trouve que pour une marque, c'est top parce qu'en fait, elle ne se met pas trop en avant. Elle dit simplement, je vous donne les clés du truc, vous vous débrouillez pour que ça fonctionne mieux et moi, je vais faire mon boulot ailleurs, quoi. Et je trouve que ça, c'est une des pistes en fait, qui pourrait être testée un peu par tout le monde en disant, écoutez, moi, je vous donne une vision, une direction, mais je n'ai pas la science infuse, essayez de vous démerder avec un peu comme si vous montez votre meuble Ikea, je vous le vends et puis vous vous débrouillez, vous verrez bien si vous le montez à l'endroit ou à l'envers, quoi. Et du coup, je pense que les gens, s'ils se disent, bah ouais, tiens, c'est marrant, je vais pouvoir jouer, ce que tu disais en fait, Patrice, je vais pouvoir raconter moi-même l'histoire, je vais faire du Lego, je vais monter mon petit château ou mon atmosphère. Bah, du coup, je pense que les gens, ils ont envie de s'approprier et se réapproprier la marque et du coup la faire à leur image. Parce que le problème de la marque, c'est qu'ils imposent tous une image que finalement, moi, j'ai pas forcément envie d'accepter. Si je suis fatigué, je dirais oui, ok, ça me va très bien. Je consomme et puis je vais me coucher. Mais si j'ai envie de devenir acteur, il faut simplement me laisser un espace de liberté. Et je pense que les marques qui résisteront et resteront à l'avenir, c'est celles qui auront justement donné un peu ce pouvoir-là aux consommateurs. Ce que tu disais, un peu le punk marketing, en fait, tu vois, Patrice. Si tu l'as pas, le punk marketing, eh ben, du coup, tu es dans les choux, quoi. Bon, à mon avis, c'est ça, en fait, le truc. David? Bah, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de confiance a priori, qu'il n'y avait que des preuves de confiance. Donc, c'est effectivement après un contrat, quelque part, que tu passes avec tes publics, que tu remets en jeu quasiment à chaque Tout le temps, à quoi. chaque acte d'achat, quoi. Alors, je voudrais qu'on interpelle, on a un observateur international dans la salle, caché derrière une casquette. Peut-être que vu de Belgique, il nous trouve un peu pessimiste ou un peu optimiste, je ne sais pas. Quel est ton point de vue, Philippe, sur notre responsabilité de Français? Propos, moi, en fait, je suis assez pessimiste et voilà, j'espère qu'il y aura une autre question derrière parce que moi, je ne vais pas finir, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense que les deux personnes qui ont parlé aujourd'hui vont participer à tuer le marketing et à quoi ça pouvait vraiment servir. Et donc, il y a Georges Chitofshin qui avait écrit il y a 20 ans La déroute des marques. Il expliquait qu'en fait, que les marques allaient être détruites par les marques blanches, les marques, comment dire, les marques d'enseigne, parce qu'en fait, les produits allaient devenir identiques. Et alors, le marketing, au lieu de vendre simplement plus cher pour s'offrir un budget marketing et s'amuser comme des fous, etc., ils n'ont absolument pas été responsables. Une partie de l'argent récolté parce qu'on vend plus cher aurait dû naturellement améliorer les produits et vraiment avoir une responsabilité sociétale. Et maintenant, vous venez, après 50 ans, OK, on a produit de la merde, du jambon, personne n'en veut, etc. Ça fait 10 ans que je ne mange plus de jambon. Je l'ai redécouvert il y a 15 jours avec un mec qui fabrique du vrai jambon, quoi, simplement avec du temps. Et ça coûte une blinde, mais en fait, ça fond dans la bouche, c'est extraordinaire. Et voilà tout ce que vous avez retiré, quoi. Alors qu'à un moment donné, vous avez des budgets pour faire la différence, quoi. Et là, si vous aviez été vraiment patron de votre entreprise, patron parce que vous êtes responsable marketing, parce que vous êtes responsable des ventes, mais il est clair que vous auriez dû vous battre comme un fou pour que ce que vous gagnez soit confié pour faire du mieux. Et ça, je reste quand même assez épaté. Et maintenant, on va faire des labels, etc. Et des labels par quoi? Parce que c'est moins merdique qu'un autre, quoi. Donc, je suis un petit peu ulcéré, fatigué. Et moi, je ne suis pas du tout dans le B2C. Et quand je vois que je suis dans le B2B, etc., et quand je vois qu'il y a certaines pratiques du B2C qui arrivent dans le B2B, je me dis, ben, au secours, quoi. Et heureusement qu'il y en a certains qui se battent le pouvoir aux commerciaux, et je pense qu'on fera mieux que vous, quoi. Mais après ça, on peut finir par une question positive. Donc, je suis un petit peu énervé. Mais Oui. les Willy et David ont l'air très sympathiques dans la vie, hein, donc, mais qui ne me servent pas du tout.
Bon, voilà, c'est un million de services. J'espère qu'il ne vous a pas trop bousculé, mais c'est vrai quand même quelque part que le marketing des années 80 a fait beaucoup de mal. Oui, mais j'ai envie de te dire, c'est facile de juger l'histoire d'hier avec les lunettes d'aujourd'hui. J'ai La 54 ans. visibilité et se remettre dans les conditions de l'époque. Tu vois, les connaissances qu'on avait il y a 20 ans, ne serait-ce que sur le jambon, ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui. Donc, pour moi, la vraie intelligence ou la vraie responsabilité des marketeurs, c'est d'être en phase avec leur époque et d'essayer d'avoir un coup d'avance quand je disais la dimension sociétale. Voilà, il y a des trucs qu'on fait aujourd'hui qui nous paraissent extraordinaires, qui seront complètement jugés débiles par nos enfants. Ouais. Parce qu'entre-temps, on aura appris des nouveaux trucs. Et c'est ça Ouais. la force de l'humanité, j'ai envie de te dire. Franchement, moi, je serais humble sur le sujet. Voilà. C'est quand même aujourd'hui décortiquer le prix, expliquer le prix Ouais. et comprendre que dans ce prix-là, on va pouvoir aussi prendre en compte l'impact carbone, la recherche de producteurs plus responsables, etc. Et que ça va forcément à un moment donné être dans notre prix. Voilà, il y a la belle de dire, ben voilà, il y a sur un produit de 10 euros, il y a 7 euros qui part là, 3 euros, etc. Et puis tu dis, où va l'argent, quoi. Et ça, c'est Voilà. normal. C'est la transparence. On y vient à ça. On y vient. Je crois que c'est le travail de David au quotidien et de Willy de valoriser les marques qui vont dans cette direction. Donc, tout n'est pas perdu, cher Philippe. Alors, il y a des gens qui sont partis tout à l'heure et qui ont dit ben, moi, je ne mange plus de jambon. Voilà. Il y a des gens qui ne mangent plus de viande, il y a des gens qui ne mangent plus de jambon. Ouais. Est-ce que c'est être responsable? Est-ce que c'est anticiper sur la suite ou peut-être on n'en mangera plus demain? En tout cas, il y avait pas mal de choses derrière ce débat. Et je Et voudrais. on va pouvoir parler dîner, du coup. Qu'est-ce que vous en dites? Mélanger quoi? Maintenant, passons aux choses sérieuses. Oui, mais généralement, le Ah ouais. dîner finit avec un bon festin, quoi. Ça fait un an. On n'a pas l'occasion et c'est vrai, je vais m'interroger. Il a downsizé son offre de service. Je vais m'interroger sur les prochains after émotionnels où on aura, j'espère, la grande joie de se retrouver en physique, sur la responsabilité de ce que je vous sers pour vous tenter. Donc, On est confiant, Patrice. voilà. Alors, pour conclure, un mot, Willy, et un mot à David. Et puis, bah oui, parce que l'heure tourne, hein, on a bientôt atteint nos 2 heures. Et comme vous le savez, en Zoom, on fait de la pollution digitale aussi, donc il faut quand même se limiter. Non, je pense qu'on a bien abordé le sujet. Moi, j'ai envie de vous dire, restez optimistes, croyez en les gens et bon appétit. Willy, en mot de conclusion, merci David d'avoir partagé toute ton expérience et donc je sais que tu es engagé auprès des marques pour aller vers ce marketing responsable. C'est un vrai sujet, il y a beaucoup de travail, effectivement, il y a tout à faire, comme le disait Willy, on a un peu bousillé des trucs, maintenant on va essayer de remettre les choses dans le bon sens. Restez optimistes, messieurs et mesdames qui êtes avec nous. Le marketing, c'est passionnant. On se lève pour changer la vie des clients tous les matins. Et puis, j'aurai plaisir de vous retrouver très bientôt parce que la prochaine, ce sera le 9 février. Le 9 février. Et j'aurai un invité tout à fait impertinent en la personne de Joselito Tirados, que vous connaissez pour certains. Et notre sujet sera justement une suite tout à fait intéressante à ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment, en fait? Est-ce que le marketing pourrait arrêter d'être simplement donneur de leçons, mais se passer à l'action dans les entreprises et faire changer les choses? Comment est-ce qu'on fait bouger une entreprise? Alors, c'était la mission de David chez Fleury Michon et on a bien vu que il y a consacré beaucoup d'énergie, mais qu'est-ce qu'on fait dans une PME? Comment est-ce qu'on peut, dans une PME, vraiment mettre en place un marketing qui fait changer les business models, qui fait changer les pratiques, qui fait changer la relation au client, et pas seulement dans de la théorie, mais dans le vrai
maker, hein, au sens de celui qui fait des choses. Voilà. Est-ce qu'un marketeur fait encore des choses ou est-ce qu'il ne fait que participer à des réunions stratégiques? Voilà, ce sera notre prochain sujet. Je vous espère en pleine santé et en forme jusque-là. Rendez-vous le 9 février. Merci à tous et à toutes. Merci en particulier à David et à Willy d'avoir donné toute cette lumière sur le marketing responsable. Je vous remercie beaucoup. C'était passionnant de vous écouter. Et j'étais ravi de vous voir, même à travers un écran. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. À tous. Salut tout le monde.